peux y aller. Oui, C'est vas-y. l'intervention de Gilles Lavallée. Alors, je ne vais pas résumer le livre de Robert Leroux. Et d'ailleurs, Yvon s'en est chargé, donc on ne s'est pas consulté, mais je présumais que soit Yvon, soit Robert allaient le faire. Je voudrais plutôt expliquer ce que ce livre a suscité chez moi, c'est-à-dire ce qui m'a amené à penser. Donc, c'est une qualité pour un livre, de faire penser. Donc, je vais partir du livre et pour discuter, pour l'essentiel, de la question qui est quand même centrale. Le livre n'est pas uniquement sur le phénomène woke, mais ça joue un rôle, je pense, structurant dans l'exposé de Robert. C'est un livre qui tient à la fois de l'analyse sociologique, en particulier, donc Robert est sociologue, il cherche les racines, cherche à faire la généalogie du phénomène woke. Ça, je pense que c'est tout à fait fondamental. Qui est présent dans l'université. Bon, là, je mettrai tout de suite un bémol. Si vous débarquez en génie ou en chimie ou en astronomie, je ne pense pas que le phénomène woke ait beaucoup de résonance. En tout cas, certainement pas la même qu'il peut avoir en sciences sociales. Et même en sciences sociales, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de woke en économie. Il suffit d'être un keynésien pour passer pour... on appelle à l'Université d'Ottawa, il y a un keynésien dans le département, et on l'appelle l'hétérodoxe. Alors, je parle de Keynes. Hein, un marxiste aurait l'air exactement d'un martien qui débarquerait au milieu d'une assemblée. Là. Un marxien. Un marxiste aurait l'air d'un martien. Ouais. Un martien. La marche. Alors, donc c'est présent en sciences sociales, mais pas partout de la même façon en sciences sociales. C'est peu ou pas présent en sciences pures. Le livre donc relève de l'analyse sociologique de ce qui se passe dans, je dirais, dans certains départements, dans certaines universités, particulièrement à l'Université d'Ottawa, qui est un des épicentres du mouvement woke. Le livre est une analyse sociologique, mais c'est également, ça je pense qu'ils vont le relever, et pour moi c'est pas une critique, le livre tient du pamphlet. On sent, je dirais, pour dire les choses peut-être de manière un peu euphémisée, que l'auteur est en colère. Il est en colère contre le devenir de l'université. Alors, vient de le relever, je vais discuter plus avant cette question-là. Robert Leroux cherche les racines du phénomène dénommé donc le wokisme. Il se pose la question, est-ce qu'il faut chercher les racines dans l'université des années 60, 70, chez des auteurs qu'on a souvent désignés comme les maîtres du soupçon, Marx, Nietzsche, Freud, et surtout chez des interprètes de ces auteurs. Ou bien encore, il envisage la possibilité, il va citer un sociologue, Robert Nisbet, est-ce qu'il ne faudrait pas remonter plus loin, aux années 30, aux années 40? Déjà, il y avait une transformation de l'université ou à tout le moins des sciences sociales. Quoi qu'il en soit, de la réponse à cette question, la question de le repérage des racines, à mon avis, qui est l'exercice auquel se prête Robert et qui est absolument indispensable à un examen sérieux du phénomène woke, peut, ceci dit, avoir un effet inattendu, dont je vais parler maintenant. J'ai dit que l'auteur de ce livre, qui est sociologue, cherchait donc les racines du phénomène, mais j'ai aussi dit que le livre avait quelque chose du pamphlet, qu'on y sent donc une colère de l'auteur devant une transformation en cours de l'université, devant ce qu'il faut bien désigner comme une rupture dans l'histoire de l'institution universitaire. Une banalité, mais je pense qu'il faut y insister. Le livre paraît en 2022. Robert ne l'aurait pas écrit en 2012, pas en 2002 non plus, et pas en 1992. Et s'il avait écrit quelque chose sur l'université à un de ces moments-là, il aurait écrit un autre livre. Donc, il est sensible à une transformation, à mon avis, qui est très récente de l'université.
Donc, c'est un peu la tension qui habite l'ouvrage. Si on veut repérer les racines d'un phénomène, ben, on a tendance à mettre l'accent sur la continuité, à dire, ben, écoutez, il y a quelque chose qui se passe maintenant, mais ça se préparait depuis les années 60, 70, puis peut-être même avant ça, selon le Nisbet que tu cites, les années 30. Continuité d'un côté, puis en même temps, ben, c'est maintenant qu'on fait le livre et qu'on en discute parce qu'il y a une rupture. Il y a une rupture dans la continuité. Il faut penser les deux en même temps. Même si la continuité et la rupture, évidemment, pour des raisons que tout le monde comprend, ça paraît se contredire. Si tout est continuité, si l'université d'aujourd'hui est la même que celle des années 60 et 70, ce qui est parfois la thèse qui semble ressortir du livre, parce qu'il y a de spécifique au wokisme, risque d'être perdu de vue. Et si tout est rupture, s'il n'y a aucune continuité, si le phénomène woke paraît sortir de nulle part, bien là, on a de la difficulté à comprendre justement ce qu'il veut dire. Bon. Il faut tenir les deux bouts, continuité, rupture, et donc cette tension, me semble-t-il, habite l'ouvrage dans son entièreté. Alors, j'ai dit que j'allais parler de ce que cet ouvrage m'amène à penser. Alors, de mon point de vue, sans nier qu'il y a une certaine continuité dans l'université, de l'université des décennies passées, 60-70, et jusqu'à l'université de maintenant, j'aurais plutôt tendance à insister sur la nouveauté du phénomène woke, sur la rupture que représente le wokisme. Et je vais me permettre de faire appel à ma propre expérience. J'ai commencé mes études universitaires à la toute fin des années 70. J'ai enseigné à l'université pour la première fois au milieu des années 80. J'ai quitté l'Université d'Ottawa où j'ai enseigné plus de 25 ans, il y a 3 ans maintenant. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. L'université de maintenant est fondamentalement différente de celle que j'ai connue il y a maintenant 40 ans. S'il y a certainement quelque chose comme une continuité, l'université de maintenant, elle n'est pas tombée du ciel. En ce qui me concerne, c'est la différence, c'est la rupture qui est assez récemment survenue qui m'importe le plus. Je vais me permettre de continuer à évoquer mon expérience personnelle pour faire entendre ce que je veux dire. J'ai étudié à l'UQAM à la toute fin des années 70, au début des années 80, et j'y ai étudié en sciences politiques. En fait de turbulences universitaires, je sais de quoi je parle. Les sciences sociales étaient alors au fameux pavillon Reed de l'UQAM, pavillon Reed, pavillon rouge, disions-nous à l'époque, un des hauts lieux investis par les groupes dits marxistes-léninistes, groupes maoïstes, qui venaient y faire ce qu'ils appelaient de l'agitation-propagande et éventuellement du recrutement. Après ma barre, on pourrait supposer qu'il y a donc une grande continuité entre l'université de ce temps-là et celle d'aujourd'hui. Les marxistes-léninistes avaient prétention à incarner une sorte d'avant-garde qui s'autoproclamait consciente. Les woke, le mouvement le dit lui-même aujourd'hui, se prétendent, eux, conscients ou éveillés. Les marxistes-léninistes n'hésitaient pas à délégitimer leurs contradicteurs éventuels sous prétexte qu'ils faisaient, qu'ils le sachent ou non, le jeu de l'ennemi de classe. Les woke, eux, prétendent que leurs contradicteurs, qu'ils le sachent ou non, sont des détenteurs de privilèges propres aux Blancs, à la blanchité ou à la suprématie blanche, donc des racistes. Il semble donc y avoir une continuité. Pourtant, me semble-t-il, il y a une énorme différence entre les marxistes-léninistes et les woke, entre l'université de la fin des années 70 et du début des années 80 et celle d'aujourd'hui. Pour le dire en très peu de mots, les marxistes-léninistes que j'ai eu l'occasion de croiser, plus que fréquemment, à l'UQAM, avaient une obsession, me convertir. Pas seulement moi, évidemment, là, mais les étudiants qui étaient là. Me convertir comment? En me faisant acheter leur journal, en me recommandant la lecture de telle ou telle brochure qu'ils produisaient à un rythme affolant, en me demandant si j'avais lu Lénine, si j'avais lu Staline, si j'avais lu Mao, si j'avais compris la différence entre la contradiction principale et les contradictions secondaires, etc. Un marxiste-léniniste, c'est quelqu'un qui parlait, qui n'arrêtait pas de parler, qui vous faisait parler pour vous convaincre
Non que vous feriez mieux de vous taire, mais que vous devriez penser et agir autrement. Les marxistes-léninistes avaient une idéologie, une doctrine, un corpus, une liste de livres qu'on devait avoir lus, des librairies, etc. Rien de cela chez les woke. Y a-t-il une idéologie woke? Sûrement. Il y a même des auteurs phares, Judith Butler par exemple, que Yvon a mentionné. Mais cette idéologie, celle du wokisme, elle a l'épaisseur d'une feuille de papier. Et à mon sens, il ne peut pas en être autrement. Puis je vais expliquer pourquoi. Cette idéologie, c'est le recteur de l'Université d'Ottawa, Jacques Frémont, qui en livre, à mon sens, la quintessence. En quelques mots, écoutons bien ce qu'il explique à la journaliste Isabelle Haché de la presse ou de Cyberpresse, qu'il interroge au moment de l'affaire Lieutenant Duval. L'affaire Lieutenant Duval, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'est cette chargée de cours qui a été désavouée publiquement par son recteur, à qui on a retiré sa charge de cours parce qu'elle avait dit des mots ou un mot interdit. C'était même pas dans une salle de classe, parce que je pense que le cours se donnait en ligne, c'était pendant la COVID, le mot nègre. Et donc, on l'a accusé de racisme. Alors, Isabelle Haché de la presse téléphone à Jacques Frémont pour l'interroger au sujet de son attitude dans cette affaire. Frémont, je rappelle, c'est le recteur de l'université. Et je cite ce que Frémont lui dit. Les membres des groupes dominants, c'est Jacques Frémont qui parle, n'ont tout simplement pas, les groupes dominants, c'est par exemple les Blancs. Les membres des groupes dominants n'ont tout simplement pas la légitimité pour décider de ce qui constitue une micro-agression. Il précise, il y a des mots qui font réagir. Il y a des mots qui blessent. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être insulté par un mot. Cela appartient à chacun d'être blessé ou non. Cela appartient à chacun d'être blessé ou non. Fin de la citation. C'est ce que dans le wokisme, on appelle les micro-agressions. Que sont-elles donc au juste? Il est en fait impossible de les définir précisément et objectivement pour la bonne raison que, justement, ce ne sont pas des faits objectifs. Elles apparaissent, les micro-agressions, seulement quand présumément les dominés les désignent subjectivement comme telles, quand ils expriment, pour reprendre l'expression du recteur, la blessure qu'ils ressentent. On est là en face, et ils vont le mentionner, d'une forme de subjectivisme qui tend à l'absolu. Ce que chacun ressent a le statut d'une vérité impossible à contredire, donc absolue. Je répète et j'y insiste, on ne peut pas reprocher, dit le recteur, à quelqu'un d'être insulté par un mot. Cela appartient à chacun d'être blessé ou non. Je l'ai avancé, une fois cela dit, vous êtes ici en présence de l'idéologie woke en sa quintessence. Il n'y a littéralement rien d'autre à dire pour décrire le wokisme, rien d'autre à énoncer. Ça, la quintessence de l'idéologie woke. Taisez-vous quand les présumées victimes d'agression parlent. Un woke, contrairement aux marxistes-léninistes, ne veut pas vous faire parler. Au contraire, s'il veut vous convaincre, c'est d'une seule chose, vous devriez vous taire. La culture de l'annulation, ce ne sont pas les étudiants gauchistes des années 60 qui l'ont inventée et qui l'ont mise en œuvre, même si on peut sûrement trouver des professeurs qui ont été de ci, de là, dans les années 60-70, chahutés par leurs étudiants. La culture de l'annulation, ce sont les woke qui l'ont inventée. Et ça, c'est récent. Ce qui devient intéressant ensuite, c'est de poser la question de la manière dont les militants woke, un militant au sens large, Jacques Frémont semblait se présenter comme un militant plutôt que comme un recteur quand il répondait aux questions d'Isabelle Haché. Donc, c'est la manière dont les militants woke s'y prennent pour faire taire. On dit souvent qu'il s'agit là d'un nouveau moralisme. Taisez-vous, vous devriez avoir honte. Quand vous parlez, vous défendez vos privilèges, votre suprématie, votre racisme, votre blanchité, etc.
Que faire devant quelqu'un qui refuse simplement de plier le genou, de se confesser, de demander pardon pour ses soi-disant péchés? Encore que ça marche, hein, le moralisme. On peut penser à Robert Lepage, qui s'est excusé de ne pas avoir mis en scène des acteurs qui étaient, bon, etc. Mais quand ça ne fonctionne pas, quand le moralisme montre ses limites, que faire devant quelqu'un qui est indifférent devant cette morale ou ce moralisme que promeut le wokisme? Alors, je vais revenir, pour répondre à cette question, à une autre déclaration en provenance de l'Université d'Ottawa, qui décidément est un milieu très riche pour comprendre ce que c'est que le wokisme. Cette autre déclaration, elle vient de collègues estimés de notre ami Robert. Je la tire d'une lettre ouverte que des professeurs ont fait circuler pour dénoncer d'autres professeurs qui, eux, avaient défendu la pauvre Madame Lieutenant Duval, dont je parlais tantôt. Dénoncée par son recteur, par son cours, etc. Il y a 34 professeurs qui signent une lettre pour défendre Mme Lieutenant Duval, chargée de cours, et il y a des professeurs qui vont répondre à cette lettre des 34. Écoutons attentivement, alors je lis le texte sans l'avoir corrigé tel qu'il a été écrit et mis en ligne et qu'on a fait circuler, ce que disent ces professeurs qui appartiennent, je pense, tous, ou 3 sur 4, au département ou à l'école à laquelle appartient également Robert. Alors, je les cite. La prononciation du mot clé. Alors, évidemment, on n'ose pas dire nègre. Généralement, les journalistes s'entendent tous pour dire le mot en N. Je sais pas, là, il y a une volonté d'originalité. On dit le mot clé. Il faut être un petit peu au courant parce que, bon, la prononciation du mot clé, je cite tel que c'est écrit, hein, n'a pas été rendue illégale. Toute personne qui souhaite utiliser ce mot peut le faire librement. Allez-y. Cependant, étant donné la nature dialectique, je vais bien connaître leur définition de la dialectique, vous allez devoir m'en passer, étant donné la nature dialectique du racisme et de la suprématie blanche, il continuera d'y avoir des personnes qui s'opposeront à l'utilisation de ce mot et qui confronteront ceux et celles qui insisteront sur leur droit de l'utiliser. Si quelqu'un utilise le mot « haine », nous considérerons cette personne comme étant raciste pour l'avoir utilisé, compte tenu de l'histoire de ce vocable. Tout comme nous ne pouvons légalement empêcher quiconque d'utiliser ce mot, les individus ne peuvent légalement nous empêcher de penser qu'ils sont racistes, qu'ils veuillent être considérés comme racistes ou non. Que nous est-il dit? Fin de la citation. Que nous est-il dit ici? C'est assez laborieux, mais on réussit malgré tout à comprendre à peu près. Vous pouvez utiliser le mot. Ceux qui disent qu'il y a un problème de liberté d'expression à l'université, ben voyons donc. Vous pouvez utiliser le mot. Mais si vous le faites, on attaquera votre réputation et votre intégrité en vous associant au Ku Klux Klan ou au national-socialisme. Alors, je les cite, allez-y, fin de la citation, mais attention, pensez-y bien avant d'y aller. C'est exactement la logique de la mafia. Vous êtes libre, pour citer ça n'a pas été rendu illégal de ne pas payer l'impôt aux mafieux pour éviter les problèmes, le racket de la protection. Ne pas payer n'a pas été rendu illégal. Mais si vous ne le faites pas, ça pourrait vous attirer certains problèmes. Autrement dit, le wokisme se nourrit de moralisme, certainement. Il faut faire honte aux Blancs, aux privilégiés, aux adeptes de la suprématie blanche. Mais au fond, peu importe ce que vous pensez, peu importe que vous admettiez vos privilèges et que vous acceptiez ou pas de demander pardon, il suffit d'un calcul. Si vous ne vous taisez pas, nous allons vous ensevelir comme cela est arrivé aux collègues qui ont pris la défense de Mme Lieutenant Duval. Nous allons vous ensevelir de courriels d'insultes. Nous allons mener une campagne sans arrêt sur les réseaux sociaux. Nous allons vous coller une étiquette dont vous ne pourrez pas vous défaire. Nous allons vous traîner dans la boue. Nous allons vous lyncher.
Alors, calculez bien. Allez-y, mais calculez bien. Tenez-vous vraiment à prendre la parole? Vous pourriez tellement souffrir, même pour un propos banal ou insignifiant, que si vous savez compter, vous allez vous abstenir, vous allez vous taire. L'idéologie woke est tellement pauvre qu'en dernier recours, elle s'en tient à ce piteux commandement qu'elle adresse à ses contradicteurs. Calculez. Calculez bien et vous verrez par vous-même qu'il vaut mieux vous taire. C'est sur cette rationalité calculatrice bête, la plus bête qui soit, que l'idéologie woke se rabat en dernière instance. Moralisme d'abord, calcul rationnel ensuite. Quand ça ne fonctionne pas avec le moralisme, ça fonctionne avec le calcul rationnel. Moi, j'ai vu des professeurs à l'Université d'Ottawa qui m'ont dit « Je la signerai, la pétition, pour défendre Mme Lieutenant Duval. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. » Un calcul, coût-bénéfice. Cela, à mon sens, c'est nouveau, c'est tout à fait nouveau, et ça représente une menace, non seulement une menace nouvelle pour l'université, mais pour la vie intellectuelle en général. Voilà. C'est ce que le livre de Robert m'a amené à penser. Tu disais que tu ressentais une certaine colère chez moi en lisant le livre. En t'écoutant, t'es pas pire aussi. Il y avait du bad blood dans ton affaire, là, pas mal. Je dois-tu répondre à ça? Ouais. Ah, si tu veux. Oui, Non, mais écoutez, moi j'ai quitté l'université, je ne veux pas parler constamment mais j'ai quitté l'université il y a 3 ans, pas uniquement parce qu'il y avait une atmosphère toxique, mais entre autres parce qu'il y avait une atmosphère toxique. Et je voyais la toxicité qui allait en augmentant. Et moi, j'étais pas surpris, bon, quand est arrivée l'affaire Lieutenant Duval, je pensais que quelque chose allait arriver à je l'ai l'université. évoqué, cette histoire-là. Oui. Je pensais que quelque chose allait arriver, que ça se préparait. Je ne savais pas la forme que ça allait prendre, mais à partir du moment où, ça a été dit après l'affaire Lieutenant Duval, où on encourage les étudiants à surveiller leurs professeurs, puis à les dénoncer le cas échéant. Écoutez, il suffit d'avoir un peu enseigné là, au collège, à l'université. Vous devez avoir l'entière liberté de prendre un objet, de l'exposer aux étudiants, de le creuser avec eux. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est là, qui vous observe et que vous pouvez vous ramasser, parce que maintenant, avec les téléphones, c'est facile. Vous pouvez vous ramasser sur YouTube où on vous fait dire n'importe quoi, parce que n'importe qui est capable de faire un montage, même élémentaire, de ce que vous avez dit. C'est une menace directe à la qualité de l'enseignement universitaire. Et ça, quand Jacques Frémont a osé, au mépris des règles les plus élémentaires du droit naturel, et puis quand on condamne quelqu'un, je rappelle que Frémont est un avocat, on condamne quelqu'un sans l'avoir entendu, sans lui avoir donné la possibilité de se défendre, et qu'on l'attaque publiquement, alors que c'est une chargée de cours, c'est les prolétaires de l'université. C'est les gens qui sont dans les conditions les plus difficiles. C'est pour ça qu'il l'a attaqué. Bon, alors évidemment, il aurait hésité si ça avait été un prof. Allez-y. Non, mais titulaire, il aurait rien fait. C'est une grande lâcheté. C'est scandaleux. Mais Gilles, les marxistes des années 70 n'auraient-ils pas engendré des Khmers rouges? Tu sais, si tu dis, il y avait un dialogue, ils voulaient te convertir, donc pour entrer dans la conversion, il faut apprendre la langue de l'autre. Hein? Oui. Et les Khmers, c'est ça aussi, ils se surveillaient mutuellement, ils dénonçaient leurs parents, dénonçaient leurs frères, et ils avaient créé un climat de terreur, de suspicion. Donc ça pourrait être les enfants de ces marxiens des années 70. Je pense qu'il faut tenir les deux bouts, là. Continuité, rupture. Il y a une dimension de rupture. Parce que je pourrais te concéder ce que tu viens de dire. Du point de vue argumentatif, tu as raison. Mais regarde, moi, j'étais à l'université. J'ai commencé à y enseigner dans les années 90. Robert, au début des années 2000. Oui, puis Yvon, bien avant ça, disons, des années 70 ou au début des années 80. Moi, je vois des jeunes professeurs aujourd'hui qui ont peur.
Oui, tout à fait. Et, Moi, j'avais pas peur quand je suis arrivé à l'université. J'étais comme un poisson dans l'eau. Puis je pense Robert, puis je pense Yvon, c'est la même chose. Il y a- Non, mais, tu t'en est-ce rappelles que- j'avais écrit dans le Devoir en 2003. Moi, je parlais j'irais de dans- mafia féministe, puis j'avais eu une pétition. Alors, Robert était le plus mal à l'aise Ouais, des trois. oui, mais là, il est... Ouais. Non, mais Yvon, t'es d'accord moi, avec moi j'avais- que l'atmosphère j'ai a toujours dit en changé. Oui, passant, moi je je- suis d'accord, mais je suis pas certain si. Je reprendrai l'argument par rapport au marxisme, là, puis à l'entrisme. Moi, j'ai vu aussi des gens faire fermer la gueule à des profs, puis entrer dans des classes dans les années 70, puis dire vous êtes des sales bourgeois, puis etc. Je pense pas qu'ils voulaient en discuter, mais il me semble, en termes de rupture, je suis d'accord. Et en termes de rupture, je dirais que ce qui m'apparaît différent, c'est l'attitude de l'institution universitaire. Ah oui, oui. Hein, dans le sens que aujourd'hui, quand on est à l'époque, quand j'étais étudiant, moi, puis qu'il y avait des marxistes, là, les recteurs et les doyens n'appuyaient pas les marxistes. Non, puis il lisait pas le petit livre Puis rouge. ils lisaient pas le petit rouge. Je veux dire, ils disaient nous, on est garant d'une institution universitaire. Et vous n'avez pas le droit de faire ça. Ouais. Et aujourd'hui, je veux dire, il faut avoir vécu à l'UQAM, qui à ce niveau-là est pire que l'Université, pour savoir que quand les étudiants viennent aux assemblées départementales, aux assemblées facultaires, les administrateurs universitaires se taisent, ils disent oui, vous avez raison. Et là, je veux dire, quand les étudiants viennent puis ils disent nous, on est ici pour faire de la perturbation parce que vous défendez des intérêts blancs, hein, ben les doyens ou les doyennes disent vous avez raison, on va faire quelque chose. Je veux dire, dans le sens qu'il y a un appui de l'institution et ça coupe Ouais. une rupture. Tout à fait. Deuxième élément, je ne sais pas comment tu vois ça, mais là, moi je suis assez d'accord là, sur l'idée que ça a changé, qu'il y a une menace, mais c'est la généralisation du phénomène. Hein. On dit lieutenant Duval, et ça m'apparaît assez surprenant que c'est souvent comme ça, elle est elle-même un peu woke. Ben oui. Hein, dans le sens qu'elle est issue de ça. Elle enseignait dans un cours. Et Absolument. ce qu'elle voulait montrer, hein, c'est la subversion culturelle. Et donc, elle a dit, hein, les queers ont utilisé un nom péjoratif, les nègres ont fait la même chose, hein, ils ont fait une subversion culturelle. Et donc, les gens se sont révoltés contre ça. Mais je soupçonne que c'est souvent dans ces milieux-là. Hein. À l'UQAM, j'ai perçu que les grands problèmes, ils sont au département de sexologie, au département de sociologie. C'est comme si c'était les leurs qu'on accusait. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de... Ils sont pas assez moralisateurs. Tandis que, je sais pas, moi, j'ai jamais vu... C'est ça que je trouve, je dis, en défendant un peu ça, en disant... Mais moi, j'ai enseigné à l'UQAM, puis je pense pas que j'ai dit le mot nègre parce que je vois pas pourquoi je l'aurais dit. Là, dans le sens, c'est pas une expression qu'on utilise Ben non, c'est ça. de façon générale, à moins qu'effectivement que tu parles des nègres blancs d'Amérique ou que tu parles de la subversion culturelle, etc. Mais il n'y a plus personne dans le monde universitaire depuis 30 ans qui utilise le mot nègre comme ça en disant toi, mon nègre, viens-t'en là. Tu sais, là, je veux dire, c'est pas. Tu avais ça il y a 30 ans? Ben non. Ah oui, je me souviens, moi, d'un prof de sociologie qui avait un assistant noir africain, puis qui disait, vous, là, le gentilhomme à la peau noire, là. Nicole Gagnon, elle faisait l'affaire. Non, mais 30 ans, on a. Oui, il y avait. Mais jamais maintenant. Mais ceci dit, puis il y a de l'autocensure, mais en même temps, je veux dire, ceux qui te disent écoutez, est-ce que toi, tu as eu des problèmes à l'université j'ai enseigné la démocratie à l'UQAM en pleine crise des étudiants de 2012, puis j'écrivais dans les journaux contre la grève, puis j'ai vu une étudiante dans mon cours qui était sur la première page du Journal de Montréal parce qu'elle avait lancé des roches sur les policiers, tu sais, là. Puis moi, je pensais, ben écoute, elle est tellement douce dans mon cours qu'elle m'a jamais dit que j'errais. Elle écoutait attentivement avec Gabriel Nadeau-Dubois de l'autre côté. Mais entre 2012 et maintenant, Yvon, je pense qu'il y a des choses qui ont changé. Ouais. Aujourd'hui, tu pourrais avoir des problèmes. C'est mon sentiment. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'évidemment, dans les facultés de sciences sociales, bon, il peut bien se passer ce qui se passe. Moi, il y a 40 ans, quand je suis rentré au département de sociologie à l'Université de Montréal, tu avais les sociologues américains qui rasaient les murs. Hein? Nous, on chahutait les classes de Paul Bernard puis Jean Renaud parce qu'ils enseignaient la statistique. Ouais. Puis, on avait le vieux Marcel Rioux qui nous initiait à la sociologie critique, l'école de Francfort, etc. Bon, il suffisait de rentrer pour savoir que personne ne s'entendait puis qu'on n'était pas dans une définition commune de la vérité. Je pense que les sciences sociales ont toujours été une forme de praxis, une forme d'interprétation
pour agir sur une certaine réalité. Avec peut-être le bémol, encore une fois, des statisticiens. Mais encore, là, on sait qu'on peut utiliser les statistiques à des fins politiques. Mais je suis en train, excusez-moi, de perdre le fil de ce que je voulais dire. Ah oui, moi, ce qui m'inquiète, par contre, c'est quand tout ça se reflète dans la fonction publique. Parce qu'on sait que les départements de sciences humaines forment habituellement la majorité des fonctionnaires. Donc, des grands fonctionnaires, donc des politiques étatiques. Et dans des sociétés comme la nôtre, social-démocrate, où les gouvernements, les administrations publiques ont une énorme influence sur qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire, comment on va parler. Parce que moi, je me rappelle très bien des années 80, déjà, on voyait des transformations du langage que Marcuse décrit dans les années 60 sur l'évacuation de la négativité, par exemple, dans la terminologie. Et on voyait les publicités gouvernementales commencer à dire on ne dit plus un clochard, on dit une personne itinérante. Ce que Marcuse disait, parce que dans le mot clochard, il y a une telle critique de l'existant de la société qu'on évacuait donc toute la pensée, toute la critique que le langage pouvait porter. Mais moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, quand on pense à cette pensée-là, à ce qui arrive dans les universités, ce nouveau conformisme, pour employer un terme faible, c'est comment ça peut se répercuter par la suite dans l'ensemble. Il faut aussi, l'université, j'en conviens, c'est un milieu en soi, il faut regarder ce qui se passe dans les entreprises maintenant aussi. C'est pas banal. Et la semaine dernière, l'équivalent de la commission scolaire de Portland en Oregon a mis dans le cursus le fait que c'est les Blancs, les colons blancs, en arrivant en Amérique du Nord, ont imposé la binarité des genres aux Autochtones. Je veux bien que les Autochtones, comme d'autres populations que l'anthropologie a décrites depuis un siècle, qui a différentes fluidités, les Chimay thaïlandais ou les chamans ou tout ça, mais ça reste que la plupart des sociétés humaines ont toujours défini une binarité sexuelle. Alors, de donner l'impression que les Autochtones ne pensaient pas comme ça parce que c'est les Blancs qui l'ont imposé, et qu'on mette ça dans le cursus des écoles primaires, ben là, on est dans l'endoctrinement pur et simple. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que avec la menace, là, ça, je dis c'est une tendance, là, puis cette tendance, elle est probablement plus prononcée. Je prends le monde de la recherche. Je suis sur beaucoup de comités de recherche depuis que je suis à la retraite. Et c'est fascinant comment ce sont les technocrates des ministères qui imposent des normes et qui imposent et qui arrivent avec, qui ont tous lu les mêmes livres. Et que les chercheurs sont pas au courant de ça, je dirais. Comme le Fonds québécois vient d'émettre le fait que toutes les demandes de doctorat de bourse doivent impliquer un engagement social. Et là, tu te dis, mais vous avez pris ça, je veux dire, dans le sens que on est pour l'engagement social des gens qui sont au doctorat, mais de l'imposer comme quoi c'est une règle que quelqu'un ne peut pas faire un doctorat si il est comme Robert, il ne s'intéresse pas à l'engagement social. C'est pour ça, Yvon, que c'est parce que tu disais, c'est peut-être juste une tendance. C'est une tendance lourde. Puis, il faut faire attention aux tendances, parce que quand Marx écrit Le Capital, qui publie Le Capital en 1867, en Angleterre, qui est le pays capitaliste le plus avancé, il y a plus de domestiques que d'ouvriers. Alors, s'il avait fait simplement une sociologie empirique, puis il aurait écrit un livre sur la domesticité, on serait bien avancé aujourd'hui. Mais non, il pensait que la tendance était lourde et puis que ce qui comptait, c'était le monde de la marchandise, du travail, etc. Et c'est là-dessus qu'il fait son livre. Alors, la tendance, moi, je pense qu'il faut lui accorder... Orwell disait « Qui commande le passé, commande le présent. Qui commande le présent, commande l'avenir. Qui commande les embauches à l'université, commande ce que sera l'université de demain, et qui commande ce que sera l'université de demain, commande une grande partie de la psyché qui sera celle des enseignants, qui sera celle des technocrates à tous les niveaux, tout ce que produit l'université, là, en fait, de métiers, d'encadrement, de management, d'animation. Et là, ce qui se passe dans l'université présentement, à mon avis, ça va renforcer ces tendances, celles de la technocratie. Toutes les politiques EDI des départements de ressources humaines. Allez voir ce qui se passe chez Hydro-Québec. Allez voir toutes les espèces d'autoconfession ou de conformité qu'il faut déclarer au département de ressources humaines.
C'est beau l'université, mais bon, Ah, oui, oui, oui. ouais, mais regardez aussi Absolument. comment tout ça percole. L'Université Il y a- d'Ottawa, j'ai toujours dit que c'était du succursale du Parti libéral du Canada. Oui, oui, bien sûr. Et Pierre Poilievre l'a dit lorsqu'il oui. a été élu la semaine passée. Il y a un monsieur derrière qui a levé Ouais, la main. je Puis voulais juste faire une remarque. Les deux, en fait, interventions pour moi m'apparaissent un peu complémentaires. Mais je suis étonné que vous n'abordiez pas la philosophie d'Antonio Gramsci, qui a été fondamentale pour cette logique de noyautage dans tous les secteurs, pas seulement dans l'enseignement, mais aussi dans les structures. On l'a eu avec Obama et Biden aux États-Unis. Moi, quand j'étais étudiant à l'UQAM en 90, j'avais Pierre Bourgault et puis j'avais Robert Como, mais tout le département journaliste était à gauche, très à gauche. La maîtrise en communication que j'ai faite avec Jean-Paul Lafrance, le fondateur du département de communication, était noyauté à pouvoir. J'ai 2 doctorats et 3 postdocs. Je ne vous explique pas la difficulté d'avoir un poste depuis 15 ans chez les CIF. J'ai fondé le Parti conservateur du Québec en 2012 avec Luc Harvey. J'étais directeur de la communication, il ne faut pas hésiter. André Valiquette, qui a travaillé 25 ans ou 30 ans à l'UQAM, je ne vous explique pas comment il a fait pour survivre pendant 25 ans. Donc, vous savez, je pense que Antonio Gramsci avait tout pensé que c'est plutôt le succès de cette idéologie. Et je suis étonné par cette notion de rupture. Moi, je dirais que c'est plutôt un prolongement. Parce que vous l'avez souligné, les marxistes, excusez-moi, je suis imprimeur de formation, je ne parle pas de Proudhon, mais enfin, la tradition de l'imprimerie, c'était surtout, moi je défends la liberté d'expression, mais on en a quelques-uns, comme Antoine Dolay, au XVe siècle, qui a été brûlé parce qu'il avait fait paraître. Donc, la notion de liberté d'expression est quand même toujours l'aspect qui est combattu par les marxistes, mais pas seulement les marxistes. Donc, Antonio Gramsci, et puis, bon, bien sûr, j'ai lu Le sanglot de l'homme blanc de Pascal Bruckner, Nègre-blond d'Amérique de Pierre Davier, mais je suis étonné, j'avais fait une émission de télévision sur le sujet à l'époque, la négritude de Léopold Sédar Senghor. Comment ça se fait que les Noirs eux-mêmes ont défendu cette notion? Puis là, Aimé Césaire, là j'ai trouvé deux citations, si vous voulez, ça prendra juste quelques secondes, mais vous allez voir, c'est quand même des gens importants. Notre objectif ultime étant de travailler à la renaissance de la civilisation négro-africaine, très précisément à sa restauration pour en vivre les valeurs fondamentales, nous avions résolu de redonner en même temps au mot nègre sa vérité et partant sa dignité. Aimé Césaire, la négritude est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait de notre destin de noir, de notre histoire, de notre culture. Et bon sang, Jacques Frémont, là, il a eu son doctorat où ça? Dans une boîte postale? C'est pas Non, mais n'importe quelle personne qui a fait une un recherche francophone devrait connaître ça. Ben oui. Non, mais franchement. Et ça, c'est pas dans les années 30, Ah non, c'est puis pas dans même, les années 70. les Noirs francophones que je connais, moi, qui ont été éduqués dans les universités françaises ou en Afrique, ils ne s'insultent pas de l'utilisation du mot nègre, ni même les Haïtiens qui l'emploient de façon générale pour distinguer les Haïtiens des autres. Il y a quand on sort dans la rue en Haïti, on rencontre un autre noir, on dit un nègre. J'ai rencontré un nègre, ça fait partie. Mais il y a quand même, là, en termes de rupture, il me semble, Gilles pourra y revenir là-dessus aussi, mais il me semble que le marxisme des années 60 a été hégémonique dans les facultés des sciences humaines et sociales. Au Québec, il a remplacé le thomisme, on va dire, de façon virulente, rapide, de façon surprenante, mais il n'a jamais été hégémonique dans la société. Il y avait pas, ils n'ont jamais été dans les cadres de direction, etc. Ce qu'on dit aujourd'hui ici, là, ce qu'on soulignait, c'est qu'actuellement, là, il y a quelque chose de nouveau que le wokisme. Peut-être qu'il y a un lien avec le marxisme, dans le sens que quand le marxisme, c'est ce qu'on dit, c'est transformer de défense de la classe ouvrière en défense des victimes identitaires. Quand le marxisme s'est transformé comme ça, il est devenu hégémonique dans les sociétés du multiculturalisme et il a pénétré la haute fonction publique, il a pénétré les partis politiques, il a pénétré... Et donc là, il y a quelque chose de l'ordre d'une rupture, d'un changement de... Alors que le marxisme des années 60, il n'était pas...
68, vous parlez de mai 68 ou... Non, non, ben, je parle de... Non, le marxiste, après mai 68, là, dans les universités, dans les sciences humaines, jusqu'aux années 80, jusqu'aux années 84, 85, là, le phénomène de la démocratisation, il y avait fondamentalement une hégémonie marxiste, léniniste et maoïste dans les universités québécoises. Hein. Et cette hégémonie-là, dans les facultés des sciences humaines, ce que je veux dire, c'est que cette hégémonie-là, on n'a jamais eu, à moins qu'il a annoncé publiquement qu'il avait muté, un marxiste-léniniste qui est devenu chef d'un parti politique, quelque chose comme ça. Là, je veux dire, il n'était pas... On n'était pas... Ils ont eu une hégémonie dans les universités, pour employer le terme de Gramsci, mais ils n'ont pas eu une hégémonie dans la société. Dans les années 60, on pourrait le formuler un peu de manière suivante, c'est que dans les années 60, il y avait une contestation de l'institution universitaire, en gros, par en bas. Alors que maintenant, c'est par en bas, puis c'est par en haut également. Et donc là, ceux du milieu qui essaient de tenir le fort, c'est-à-dire les profs qui essaient de faire leur travail, sont un peu coincés. Oui, là. C'est ça la situation maintenant qui fait que ouais. l'enseignement universitaire est devenu, à mon avis, beaucoup plus difficile qu'il l'était. C'est Frémont et Cohen-Bendit dans la même personne. Comment? Je dis c'est Frémont et Cohen-Bendit dans la même personne. Est-ce que vous ne pensez pas que le mouvement vert, l'idéologie environnementaliste, enfin, la différence entre l'écologisme et l'écologie, ne prend pas la place de ces courants plutôt idéologiques que vous avez connus dans les années 70-80? Parce que le wokisme, c'est très associé à l'esthétique aussi. Des mots. Oui, mais le wokisme, c'est... moi, je dis c'est une idéologie qui est mince comme une feuille de papier. Je pourrais dire également, c'est une sensibilité plutôt qu'une... Il n'y a pas de corpus. Il n'y a pas... Vous rencontrez un woke qui ne vous dit pas, allez lire ci, allez lire ça, j'ai une brochure... il n'y a pas de brochure, il n'y a pas de brochure, il n'y a pas de journal, ou c'est partout, puis c'est nulle part. C'est... Mais peut-être la venue, peut-être proche des éco-terroristes qui vont peut-être finir par apparaître, hein, ce qui n'est pas vraiment le cas en ce moment, pourrait s'apparenter à la bande à Bader dans la radicalisation de la théorie, du passage de la théorie à la pratique. Mais il y a déjà eu des attaques au Louvre d'œuvres d'art par des éco-terroristes. Oui, mais on reste dans le symbolique. Là. Il y a pas de, on n'a pas kidnappé un ministre, on n'a pas exécuté un chef d'entreprise. Mais l'écologie, je dirais peut-être le wokisme aussi, pour moi, il y a peut-être, en moralisant la question politique, puis je pense que les écologistes le font, et dans ce sens-là, dans le sens que c'est souvent une position presque morale sur l'avenir, en posant ça comme ça, il y a une difficulté à articuler un discours, un discours antagonique sur le politique, hein, parce que c'est un discours sur le bien. Et finalement, ça reste largement symbolique. Et moi, je pense que c'est la difficulté pourquoi les partis écologistes ne marchent pas, parce qu'ils ne tiennent pas un discours, ils ne définissent pas le responsable, autre que la société dans son ensemble, mais ils n'ont pas un ennemi de classe, ils n'ont pas un adversaire précis, ils sont pour le bien. Les woke sont un peu comme ça aussi, donc ils peuvent devenir hégémoniques dans la société, mais politiquement, ils ont de la difficulté à articuler quelque chose qui est une opposition politique à quelqu'un. Oui, Jean. Ah non, c'est infini. L'Assemblée est levée. Okay. Maintenant, M. Leroux peut faire des... Ah, oui, la conclusion. Un dernier mot pour planter tout le monde. Non, je vous remercie de vos commentaires. Fatigué un peu? Oui, fatigué. Ils vont tout résumer, en fait, au début. Ça m'éviter de le faire. OK.